What's up guys? J'espère que vous allez super bien et je vous souhaite la bienvenue à ce Masterclass Crypto Learn and Earn. Vous avez peut-être vu les deux autres Masterclass ou peut-être plusieurs autres Masterclass avec Roman sur le mindset, avec Gory sur le trading. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite fortement à aller écouter les autres Masterclass. Aujourd'hui, ce que vous et moi, on va faire, c'est qu'on va parler de crypto-monnaie. On va parler de diversification, de portfolio, de revenus. Mais avant ça, on va parler aussi de quelques challenges et quelques faits cachés que malheureusement, on ne connaît pas. Et c'est d'ailleurs ces faits-là qui m'ont amené à m'intéresser au trading et à l'investissement. Alors, je me présente rapidement. Samuel Lévesque. J'ai commencé l'investissement et le trading il y a maintenant 8 ans. En 2016, en fait, je me suis intéressé à l'investissement. La raison pourquoi je me suis intéressé à l'investissement, c'était simple. Je voulais quitter mon travail. Je voulais plus me lever le matin, aller travailler, écouter ce que quelqu'un d'autre avait à me dire. J'essayais d'amener des améliorations. J'ai étudié en gestion d'entreprise. Et toutes les améliorations que j'essayais d'amener, ça se faisait toujours rejeter, etc. Et je me suis dit non, je veux prendre le contrôle de ma vie, je veux gérer mes propres choses. Et j'ai toujours été très attiré par l'investissement, par les entreprises, qu'est-ce qui se passe derrière les entreprises. Et donc, j'ai commencé à investir et trader en 2016. Et en 2017, je suis tombé sur l'univers de la crypto. En fait, fin 2016, on m'a parlé de crypto-monnaie. Et j'ai dit, mais ça mange quoi de la crypto-monnaie? C'est quoi ça de la crypto-monnaie? C'est quoi ça du Bitcoin? Et je me souviens, la première personne qui m'en a parlé en fin 2016, j'ai dit Bitcoin? Ben voyons! Je vais continuer à trader les devises, le dollar canadien, le dollar américain, investir dans des actions. D'ailleurs, j'ai investi dans des actions ici au Canada. Et ça s'est pas passé comme prévu, c'est tout ce que vous devez savoir. Je pensais que j'allais faire plein d'argent, tout le monde était excité, disait ouais, telle chose pour telle raison, ça va monter au plafond, ça va faire tellement d'argent. Et j'ai acheté les rumeurs, comme on dit, et finalement j'ai perdu beaucoup d'argent. Et on va en parler ça aussi, bien sûr. Donc, de là, justement, je me demandais c'était quoi la crypto. J'ai rien voulu savoir. On m'a parlé de Bitcoin fin 2016. J'ai pas été intéressé du tout. Et début 2017, je suis allé à une conférence. Et il y a un gars qui a commencé à parler de blockchain. Et il a expliqué c'est quoi la blockchain et comment fonctionne la blockchain et la beauté de la blockchain. Et j'étais comme waouh, mais qu'est-ce que c'est incroyable. Et je vais vous l'expliquer en 30 secondes pour que vous compreniez. Et donc il expliquait justement comment la blockchain, c'est l'Internet du futur. Il expliquait comment le Web 1, c'est le premier Internet, c'était un Internet militaire où on partageait de l'information. Après le Web 2, un Internet de communication, comme là, Zoom, vidéo, Instagram, Facebook, donc un bel Internet de communication. Et il expliquait comment cet Internet de communication fonctionne avec des serveurs. Donc tu as un serveur et le serveur doit aller chercher les données, le partager. En gros, imaginez-vous que lorsque vous cherchez Samuel Lévesque sur Facebook, cette page-là, cette recherche Facebook doit demander au serveur qui demande à la base de données. Et en gros, il expliquait comment tout ça est centralisé à un endroit qui est cette base de données. Et si elle a des problèmes ou des challenges ou peu importe ce qui se passe, eh bien, ça peut être problématique. Et lent, très lent. Je sais que maintenant, ça passe vite. On recherche sur Facebook, ça prend 0,2 secondes. Mais les gens dans le temps, dans le début des années 90, ils trouvaient aussi qu'ouvrir l'ordinateur allait vite. Maintenant, si ça prendrait 20 minutes pour ouvrir un ordinateur, on deviendrait fou. Combien de fois ça prend 2 secondes et vous êtes là? On est là parce que je m'inclus. Refresh. Donc, c'est ça. Et il expliquait comment justement le Web 3, le nouvel Internet, c'est un Internet de valeur. Et la blockchain, c'est tout simplement tous les ordinateurs qui sont connectés ensemble. Et ces ordinateurs sont maintenant capables de communiquer. Plus aucun serveur. Ça, c'est toi au restaurant qui peut demander directement ce que tu veux à manger au cuisinier et qui te le donne directement. Plus d'intermédiaires. Pas possible qu'il y ait une erreur dans ta commande. Pas possible que ça prenne plus de temps. Tu vas voir le cuisinier, tu lui demandes ce que tu veux. Il le prépare, il te le donne. Aucun intermédiaire, communication directe. Eh bien, c'est ça la blockchain, c'est ça
Le Web3, c'est ça, la technologie derrière Bitcoin et ces fameuses cryptos-là. Et quand j'ai compris ça, j'ai fait waouh, ok. Bitcoin, c'est pas juste basé sur n'importe quoi. Il y a une vraie technologie derrière, il y a un vrai avancement derrière. Et souvent, les gens vont penser blockchain et crypto. Mais c'est faux. Les cryptos d'habitude sont sur une blockchain, oui. Mais il y a des blockchains privées qui n'ont pas de crypto. Par exemple, Samsung, une des plus grandes compagnies du monde, utilise sa propre blockchain depuis 2014. C'est une blockchain privée pour améliorer toutes leurs interfaces. Et donc, je me suis dit, mon Dieu, alors là, il y a un Internet qui s'appelle le Web3 qui est en train de se développer sur la blockchain, qui est un Internet sans serveur où les ordinateurs sont capables de se parler et de se donner des commandes, comme je vous ai dit, entre l'exemple de vous et le cuisinier, directement se donner des commandes. Aucun serveur, aucun intermédiaire, beaucoup plus rapide, beaucoup plus sécuritaire, beaucoup plus efficace, parce que les ordinateurs se parlent entre eux, ils sont capables de se comprendre. Plus d'intermédiaires. Un réseau connecté et ouvert. Et là, je me suis plongé là-dedans et j'ai réalisé premièrement la rapidité et l'efficacité parce qu'avec l'intelligence artificielle, le fait qu'on a des gens comme Elon Musk en train d'envoyer des navettes dans l'espace et toutes ces choses-là, il nous faut un Internet de plus en plus résistant et rapide. Et c'est ça que la blockchain et le Web3 fait. Et c'est cette technologie-là derrière la crypto. Donc ce que vous devez comprendre, c'est que la crypto-monnaie, ce n'est pas simplement une monnaie digitale. La crypto-monnaie, moi je dis toujours que c'est une monnaie digitale avec une compagnie qui ont fait un bébé 2.0 sur la chose la plus puissante actuellement, le Web3, le nouvel Internet, la blockchain. Parce que quelque chose à comprendre, c'est oui, 95% des projets crypto sont horribles. Comme 95% des compagnies régulières tous les jours ne durent pas plus de 3 à 5 ans et font faillite avant ça. Donc c'est pas juste la crypto, c'est la même chose dans les stocks, c'est la même chose dans les business de tous les jours, dans votre quartier, dans vos villes, peu importe où vous êtes. La business, c'est dur. Mais les projets crypto, il y a certains projets que oui, c'est une crypto-monnaie. Oui, c'est digital. Oui, c'est sur une blockchain. Mais ce sont aussi des vraies compagnies avec un vrai produit. C'est pas juste faux et digital. Hein, regardez Amazon, c'est en ligne, ils ont un vrai produit. Netflix, c'est en ligne. Tout est en ligne. Pourtant, c'est une vraie compagnie avec un vrai produit. Et il y a des projets crypto comme ça qui travaillent avec des gouvernements, des banques, des énormes compagnies. Mais personne n'en parle. Et aujourd'hui, eh bien, on va en parler. On va en parler parce que ça fait maintenant depuis officiellement 2018 que j'ai quitté mon emploi, que je vis du trading, de l'investissement et de cette passion en particulier pour les crypto-monnaies et les actifs digitaux. Et que j'ai donné des conférences partout à travers le monde avec des étudiants partout à travers le monde aussi, principalement en français, bien que j'en ai eu en anglais. Puis j'ai eu la chance de partager ce savoir-là et de continuer à apprendre et de continuer à évoluer. Alors ce que je t'invite pour les prochains instants, 30, 40, 50 minutes, c'est de t'installer bien confortablement chez toi, ou peu importe où, prendre de quoi noter, papier, crayon, ordinateur, téléphone, tant que tu ne te laisses pas distraire par Instagram. Parce qu'on va passer les prochains instants, avant même de parler de crypto, bien que je vais placer quelques projets à gauche à droite, on va parler de 3 sujets extrêmement importants. Premièrement, on va parler de comment bâtir son portfolio de façon intelligente. Parce que la première chose pour minimiser le risque, c'est de le bâtir de façon intelligente. On va aussi parler justement de comment fonctionne ensuite ton portfolio, comment tu peux aller chercher des revenus avec. Et on va parler de comment comprendre un peu mieux le graphique et maximiser les gains. Et à travers pour ça, bien sûr, comme vous avez vu, j'aime parler.
Alors, je vais vous partager plein d'anecdotes et d'histoires. Et la dernière chose avant qu'on se lance là-dedans, que je veux vous partager, une des grandes choses qui m'a fait prendre action, comme je vous disais, j'ai fouillé. Et en fouillant, j'ai réalisé certaines choses très tristes. Et j'ai d'ailleurs fait tout un épisode dans un de nos podcasts et dans l'académie avec mes étudiants sur la fausse réalité des retraites et les frais cachés. On n'aura pas le temps d'en parler ensemble aujourd'hui parce que on a un événement même en personne pendant 3 jours où on parle pendant des heures de tous ces sujets-là, particulièrement ça. Mais ce que je dois vous laisser savoir, c'est que malheureusement, il y a ce que moi j'appelle des arnaques légales, où on vient placer notre argent avec différentes institutions, fonds mutuels, fonds de retraite, fonds de pension, fonds de ci, fonds de ça, peu importe comment vous voulez les appeler. Et malheureusement, ces fonds-là, ils prennent énormément de frais. Ironiquement, 51% des fonds managers, les directeurs de fonds, qui font des 200-300 000 dollars par mois, ici à Montréal. Aux États-Unis, c'est encore pire. Ici à Montréal, 200-300 000 par mois, qui n'ont même pas investi 1 dollar dans leur propre fonds. Ça, c'est vous, c'est moi, c'est vos frères, c'est vos sœurs, c'est vos mères, c'est vos pères, c'est votre mère, père, parents, frères, sœurs, famille, amis. C'est 95% de la population qui travaille. Et une des choses qui m'a choqué, c'est quand j'ai vu tout l'argent que ma mère avait mis de côté dans différents de ces différents fonds comme ça. Et quand on est allé regarder, il y avait certains actifs qui avaient vraiment monté en valeur. Des 2, 3, 4, 500% en 10, 15 ans. Et pourtant, c'est pas ce que son portfolio avait fait. C'est là que je me suis penché dessus et que j'ai réalisé que entre les lignes du contrat, il y a beaucoup de choses qu'on ne lit pas. Et malheureusement, la moyenne des frais en Amérique du Nord et en Europe, c'est 3,21%. 3,21% de frais, guys. Pas sur tes profits, sur le 8-10% qu'on te promet. Imagine maintenant, on te promet 8% et on t'en prend 3%. On dit toujours que l'effet cumulé, c'est magnifique, mais on ne parle pas des frais cumulés, qui est son antagoniste pur. Donc j'ai découvert ces choses-là et j'ai réalisé que sur un investissement de 100 000 dollars à 7% annuel pendant 30 ans, à 3% de frais, au lieu de te rester 500 000 dollars, il te reste 250 000 dollars. Tu as donc payé $250 000 en frais. Des frais qui vont pour payer ces 200-300 000 dollars de salaire mensuel à ces gens-là, qui eux-mêmes n'investissent pas dans leurs propres fonds. Imagine, t'es boucher, tu vends de la viande et tu n'as pas investi dans ton propre fonds. Et je vous dis, je pourrais y aller en long, large et 360 et rester avec vous pendant des heures, mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est juste de comprendre qu'on doit prendre conscience de ses finances. On doit prendre conscience de ses finances. L'argent, ce n'est pas quelque chose que « Oh, je vais faire confiance à quelqu'un pour le faire à ma place. » Moi, ce que je vous partage aujourd'hui, ce n'est pas pour que je le fasse à votre place, c'est pour que vous puissiez le faire par vous-même. Parce que tu n'es pas obligé d'être le plus grand professionnel des finances et de comprendre l'argent comme Warren Buffett ou Ray Dalio. Tu n'es pas obligé de faire ça. Mais tu es obligé et tu as le devoir de comprendre au moins les bases et les fondements de l'argent. Pourquoi? Parce que tu l'utilises tous les jours. Tu échanges du temps pour l'avoir. Tu en as besoin pour mettre de l'essence, pour payer ton loyer. Tu en as besoin pour donner de la nourriture sur la table à tes enfants, pour voyager, pour tout ce que tu veux, tu as besoin d'argent. Alors il faut comprendre l'argent. Moi, je dis toujours qu'il y a 3 choses fondamentales à comprendre. Ce que tu manges physiquement pour ton corps, ce que tu manges mentalement pour ton esprit, ce que tu consommes, t'écoutes, etc., les gens autour de toi, et tes finances. Il y a d'autres choses, mais déjà, ces 3 piliers-là sont très importants. Donc,
pourrais continuer, et même vous dire que sur le 49% restant, hein, parce que je vous ai dit que 51% n'investissent pas dans leurs propres fonds, mais sur le 49%, fait très intéressant, 95% ont investi moins de 10 000 $. Wow! Des gens qui gagnent 200 000 qui ont investi moins de 10 000. Mais je m'arrête là. J'ai découvert ces choses avec ma mère, ces investissements, avec des gens autour de moi. Et j'ai décidé d'amener du changement. Donc, ceci étant dit, maintenant que vous savez qui je suis, pourquoi j'ai fait ces choses-là, qu'est-ce qui m'a guidé vers tout cela, attaquons le sujet. On a parlé de crypto, on a parlé de blockchain, de cette nouvelle technologie. Mais quelque chose qu'il faut savoir maintenant, c'est comment je viens bâtir mon portfolio. C'est une des choses les plus importantes. Je veux vraiment prendre conscience de comment est-ce que je viens bâtir tout cela. Je veux pas juste acheter des cryptos à gauche, à droite sans comprendre ce que je fais, guys. C'est pas ça l'objectif ici. N'importe qui peut acheter n'importe quoi. La réalité, c'est que souvent les gens n'ont pas un portefeuille diversifié. Ils ont un portefeuille dilué. Je me permets de prendre une gorgée d'eau parce que on est parti pour un bon moment. Donc, les gens, ils ont un portefeuille dilué. C'est pas diversifié, c'est dilué. Ils sont dans trop de choses différentes en même temps. Et si vous étudiez des gens comme Warren Buffett, vous allez réaliser que Warren Buffett, un des plus grands investisseurs du monde, présentement en 2024, au moment où je vous parle, 92% de son argent, soit des milliards, est dans 9 projets. C'est ce que moi j'aime appeler de la diversification concentrée. Tu veux pas être dans 20, 30, 40 projets que tu comprends pas. Je vous l'ai dit, guys, 95% des compagnies font faillite en 3 à 5 ans. 95% des projets crypto sont mauvais. 95% des investissements qui rentrent en bourse, des compagnies qui rentrent en bourse ne sont pas des bons investissements. Donc, si maintenant on comprend tout ça, c'est logique alors que tu ne peux pas avoir 20, 30, 40 projets. Tu ne peux pas bâtir ton portfolio avec 50 compagnies parce que il n'y a qu'une petite somme de compagnies qui nous donne le maximum d'opportunités. Pour 2 raisons, notez-les bien. 1, comme je viens de vous expliquer, c'est rare une bonne compagnie. 2, on doit trouver une bonne compagnie à un bon prix. Mais je soulève une question avec vous, messieurs, dames. Si une compagnie est bonne, et que tout le monde sait qu'elle est bonne, et que tout le monde est en train de l'acheter parce qu'elle est bonne, alors malheureusement, son prix va faire quoi? Offre et demande. Son prix va augmenter. Et donc, si tout le monde sait que la compagnie est bonne, et que tout le monde investit dedans parce qu'elle est bonne, son prix reflète déjà cette qualité-là. Ce qui veut dire quoi en français simple? Son prix est déjà bien trop élevé. Et la deuxième plus grande gestion du risque, avec la diversification, c'est d'acheter à un bon prix. Acheter en dessous de la valeur intrinsèque. Et ça, c'est quelque chose que je parle tout le temps dans l'académie et qu'on va voir en détail parce que ça encore, c'est un sujet où on pourrait passer des heures. Et dans l'académie, avec les étudiants, on passe beaucoup de temps là-dessus. Comment évaluer la valeur intrinsèque d'une compagnie, d'un projet crypto? Comment savoir que sa vraie valeur, c'est 10 $? Et donc, s'il est rendu à 12, 15, 20 $, on ne touche pas. Parce que le marché peut aller plus haut et toujours plus haut. Bien au-delà de sa valeur intrinsèque. Pourquoi? Parce que les êtres humains investissent avec de l'argent dans le but de faire de l'argent de façon normalement intelligente et avec de l'information. Mais il y a un hic, il y a un piège. Tout ça devient faux à cause d'une chose. Les êtres humains sont émotionnels. Et vu que les gens et les êtres humains prennent des décisions donc émotionnelles, tous les autres 4 critères se font biaiser par ces émotions.
Ce qui veut dire que maintenant, quelque chose qui vaut 10 dollars est rendu à 12, 15, 18, 20 parce que les gens sont émotionnels. Et tu ne veux pas toucher à ça. Même si c'est bon, ça ne l'est plus. Parce que la première gestion du risque, c'est la diversification de mes actifs et le prix à laquelle j'achète l'actif. Le prix auquel j'achète l'actif. C'est primordial. Si je l'achète à 15 et qu'il vaut 10, je perds de l'argent même si j'ai acheté la meilleure voiture de la planète. Si je l'achète 75 000 et qu'elle vaut 50, je viens de perdre de l'argent. Si je l'achète 25 000 et qu'elle vaut 50, juste là, je peux la revendre 45 000, qui est encore en dessous de son prix et faire du profit. Et c'est ça que nous, on va viser. Les gens sont émotionnels et poussent le prix trop haut, mais parfois sont aussi émotionnels et poussent le prix trop bas et encore plus bas. Et là, c'est là que nous, on va s'intéresser. Parce que là, je peux acheter mon actif qui vaut 10 dollars, qui est passé à 15, qui est passé à 20. Et tout d'un coup, il retombe à 8 et il retombe à 5. Et là, j'ai l'opportunité d'acheter un actif en dessous de sa valeur intrinsèque. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc, une fois qu'on a compris que la première gestion du risque, c'est d'acheter un actif en dessous de son prix, de sa valeur intrinsèque, qu'on a fait cette évaluation-là, eh bien, on veut faire ensuite ce que moi j'aime appeler bâtir son portfolio comme une maison. C'est quoi bâtir son portfolio comme une maison? Eh bien, c'est très simple, messieurs, dames. Premièrement, tu as besoin de la fondation. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas créer une fondation solide. Là, je vais parler de crypto. Mais si vous faites un portfolio en général, il faut le faire par secteur et ensuite en totalité. Donc, par exemple, si je suis dans des commodités, des actions de compagnie, des obligations et de la crypto, ben dans chacun de ces secteurs, je vais bâtir cette maison-là. Et ensuite, mon portfolio au complet, je vais aussi le bâtir de cette façon-là. Donc, je vais avoir, par exemple, un secteur qui est une fondation. Donc, disons que moi, ma fondation, c'est les obligations. Donc, j'ai obligations, crypto, commodités, actions de compagnie. Peut-être que tu écoutes ça et tu dis, Sam, c'est quoi tous ces termes chinois? Ne t'inquiète pas, les finances, c'est pas compliqué. C'est même plutôt simple. C'est pas facile, mais c'est simple. Les gens ont juste utilisé des mots compliqués pour que ça a l'air dur. C'est juste une langue que tu ne connais pas. Hein, moi, j'aime souvent dire, si je te dis Deashibarai en japonais, peut-être que maintenant tu me regardes avec des gros yeux. Tu dis des quoi? Deashibarai en japonais. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Probablement pas. Pourtant, ça veut tout simplement dire balayage du pied. C'est le nom d'une technique en judo où tu balayes le pied de l'adversaire avec ton pied pour le faire tomber. Balayage du pied. Peut-être que tu ne vois pas la technique, tu ne la connais pas. Mais balayage du pied, tu es capable de l'imaginer. Est-ce que c'est compliqué? Non. C'était juste pas en français. C'était juste pas dans une langue que tu comprenais. Les finances, il y a beaucoup de mots et de termes qui ont l'air compliqués. C'est pas compliqué, c'est juste une langue que tu connais pas encore, qui est même très simple quand tu vas prendre le temps de l'apprendre et d'avancer avec nous. Donc, obligation. Tu es dans les obligations, c'est ta fondation. Génial. Tu vas le diviser aussi. Là, nous, maintenant, ce qu'on va faire, c'est juste pour la crypto. Mais ce que je vous montre, ça marche pour les différents secteurs et même entre secteurs. Donc, pour la crypto, je vais vouloir faire ma fondation. Qu'est-ce que je vais vouloir faire dans ma fondation? Créer une fondation solide. Hein? Je ne veux pas avoir 10% de mon argent et de mon capital dans mon portfolio, dans ma fondation. Imagine si tu avais 10% de ton ciment qui soutient et de ta maison qui soutient toute la maison. Est-ce que ça marcherait? Non. La fondation, elle a besoin d'être profonde. La fondation, elle a besoin d'être solide. Tu veux une grosse fondation solide, coulée dans le béton, avec du métal et ancré dans la terre, ok? Parce que tu veux pas que ta maison bouge, d'accord? Tu veux pas que ta maison ait des fissures avec le temps. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est la fondation. La fondation, c'est quoi? Ça va être le plus gros pourcentage de ton portfolio. Là, je vais parler encore une fois pour la crypto, mais vous pouvez utiliser ça pour n'importe quel autre secteur. En crypto, ma fondation, ça va être quoi? Différents projets. Moi, personnellement, les deux que j'aime principalement pour créer cette fondation dans le secteur de la crypto, c'est BTC et Ethereum. Bitcoin, Ethereum, magnifique. Je crée une belle fondation solide. Donc, je vais avoir un haut pourcentage dans ces actifs-là. Pourquoi? Ben, ils sont plus sécuritaires.
ont moins de volatilité et vont amener un équilibre et une sécurité justement dans mon portfolio. Parce que vu qu'ils bougent moins que les autres et qu'ils sont plus stables et sécuritaires, dans la crypto bien sûr, même si j'ai d'autres projets qui bougent plus, si j'ai un plus petit pourcentage dans ces projets qui bougent plus, mais un plus gros dans cette fondation-là, elle va venir soutenir le tout et réduire la volatilité de mon portfolio. Et réduire la volatilité de mon portfolio, ce que je devrais plutôt dire, c'est même plutôt réduire potentiellement le risque, mais pas le gain. Et ça, c'est important, guys. Ça, c'est important. C'est une clé. Les gens pensent que pour faire plus d'argent, tu dois prendre plus de risques. Faux, 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 faux. C'est une pensée d'amateur. Est-ce que tu dois prendre du risque? Oui, mais l'objectif, c'est de trouver comment est-ce que je peux faire le maximum de gains et même réduire le risque. Ou comment je peux faire tant de gains actuellement, mais réduire le risque de mon portfolio sans réduire les gains. Tu n'as pas besoin de prendre plus de risques pour faire plus de gains. Cette phrase même ne fait pas de sens. Parce que si un investissement plus risqué m'amènerait toujours plus de gains, alors ça ne serait pas un investissement risqué s'il m'amène toujours plus de gains. Ça serait un investissement normal. Et donc, il m'amènerait moins de gains. Donc, ça ne fait pas de sens. Vous comprenez ce que je veux dire? Tu peux garder les mêmes gains et même faire plus de gains en réduisant le risque. Et là, ça, c'est un autre sujet qu'on pourrait passer des heures. Donc, je vais faire ma fondation BTC Ethereum. Après ça, qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Les piliers, guys, les piliers. Hein? Après ma fondation, vient les piliers, les murs, les poutres. Donc, pour moi, les piliers, c'est qu'est-ce qui va faire circuler l'argent. Par exemple, dans la crypto, qu'est-ce qui fait circuler l'argent? Les Layer 1, hein, donc les autres gros protocoles, des projets comme Polkadot, qui est comme un genre d'Ethereum, Solana, et aussi les projets DeFi, les gros projets de finances décentralisées. C'est là où l'argent circule. Hein, des projets comme Uniswap qui nous permettent justement d'échanger des cryptos. Des projets comme Maker qui est en train d'être rebrand de toute façon. Des projets comme Chainlink qui connectent toutes les données ensemble. C'est un oracle. C'est une sorte d'intelligence qui connecte les blockchains et qui fait des ponts d'informations. Hein? Puisque les blockchains, ils sont séparés. Si je prends Ethereum et Solana, c'est deux blockchains différentes. Ils ne sont pas capables de se parler. Qu'est-ce qui fait Chainlink? Il est capable de les connecter pour qu'ils partagent de l'information entre blockchains, mais même de la blockchain vers le monde extérieur. La météo, l'économie, la politique, et du monde extérieur vers la blockchain. C'est un projet absolument incroyable. Hein? L'or du futur, tu sais, on disait qu'il y avait l'or, ensuite le pétrole. Ben, le nouvel or du futur, c'est la donnée, c'est les data. Sans aucun doute. Donc, on va avoir des beaux projets comme ça qui peuvent être les piliers. Ensuite, on va avoir les développements, le toit. Moi, ce que j'aime faire comme toit, c'est quand tu es sur un toit, c'est la vision. Hein? Je viens sur mon toit, je regarde les étoiles comme dans les magnifiques films américains. Génial. Développement. Donc, quels projets peuvent amener du développement, quelque chose de particulièrement intéressant dans cette sphère-là? Puis on va avoir des projets comme des projets reliés au métaverse, des projets reliés au gaming, des projets reliés à l'intelligence artificielle, comme FET, hein, FET. Bien sûr, je ne suis pas conseiller financier, guys. Ce que je vous partage maintenant, ça ne peut pas être vu comme des conseils financiers. Vous devez faire vos propres recherches, analyses et décisions. Là, ce n'est pas parce que je vous dis des noms que vous vous jetez dessus. Qu'est-ce que je vous ai dit? Ce n'est pas l'actif que j'achète, c'est le prix auquel je l'achète. Donc, si vous n'avez pas fait vos recherches pour vous assurer de comprendre l'actif et que vous ne comprenez pas le marché et le prix auquel vous l'achetez, eh bien, c'est horrible, ok? Alors, vous ne jetez pas de tous les côtés, là. Faites, par exemple, d'autres projets extrêmement intéressants en développement. Comme j'ai dit, intelligence artificielle, on peut en avoir toutes sortes. On peut avoir des projets dans le gaming, il y a des beaux projets dans le gaming qui font de plus en plus de choses. Donc voilà, tous les projets qui amènent un développement, des projets comme Astar, qui travaille avec le gouvernement japonais, excusez-moi, pour l'éducation et tout. Donc voilà, c'est des choses qui amènent un plus. Moi, j'aime bien me poser une question, et pas juste dans le développement en général, mais
surtout dans le développement, ça rentre bien. Comment les choses vont être faites dans 20 ans? Hein? C'est ça qu'il a fait, Elon Musk. Il s'est dit, comment est-ce que les voitures vont être faites dans 20 ans? Électrique, ça se conduit tout seul. Est-ce que j'attends 20 ans? Non, je le fais maintenant. Moi, j'aime ça me poser cette question. Comment les tatous vont être faits dans 20 ans? Comment on va enlever des dents de sagesse dans 20 ans? Comment ça va être fait dans 20 ans? Je trouve ça très intéressant et c'est un petit peu ça qu'on vient chercher avec ces projets-là, notre toit, le développement. Maintenant qu'on a compris un petit peu la structure pour le portfolio de façon bien brève et rapide, parce qu'on pourrait rentrer dedans très longtemps, je vous présente Money Machine, le petit robot à argent. Ok, je vais parler d'un sujet, je sais que c'est rigolo, bon là on a un petit robot avec des billets qui tombent, wouhou. Mais je vais vous parler d'un sujet vraiment, vraiment primordial, vraiment important. Lorsqu'on investit dans une compagnie ou dans un projet crypto ou peu importe, guys, je veux me faire payer. Regardez-moi là. Arrêtez de regarder l'écran, regardez-moi. Je veux me faire payer. Imagine toi et moi, regarde-moi dans les yeux, imagine toi et moi. On fait une business ensemble, on ouvre un restaurant italien. Et je te dis, hey, est-ce que tu es partant d'ouvrir le restaurant italien avec moi? Tu me dis, ouais, let's go Sam, on fait ça. Génial. Et là, je te dis, eh bien, tu mets 500 000, je mets 500 000. On fait un gros resto, 1 million direct, hein, boum. C'est comme parfait. On fait 50%, 50%. Parfait. Et je te dis, mais par exemple, pour les gains, pour les revenus, je garde 100% des revenus. 100% des revenus, c'est à moi. Toi, si tu veux faire de l'argent, ben, tu vendras tes actions. Ou tu espéreras qu'ils montent en valeur et tu les vendras. Regarde-moi approcher le micro là. Est-ce que tu accepterais ce deal? Est-ce que tu accepterais ce deal? Bien sûr que non. Tu vas me dire, mais voyons Sam, je dois me faire payer. Eh bien, c'est la même chose ici. Arrête d'investir sans avoir un plan pour te faire payer. Ce qu'on va regarder maintenant avec le Money Machine, c'est comment est-ce que tu peux bâtir une masse critique. OK, ici en bas. Comment est-ce que tu peux bâtir une masse critique pour pouvoir investir et te faire payer? Ce que tu veux t'imaginer là, c'est que tu achètes la business au complet et que tu regardes combien je vais me faire payer. Tu ne veux pas être un investisseur de spéculation. Hein? Un investisseur de spéculation, c'est quoi? Ouh, mon voisin m'a dit que ça va monter, je pense que ça va monter, je suis excité, si ça monte, je vais faire de l'argent. C'est 100% spéculatif. Tu n'as pas envie de laisser ton argent et ton futur à de la spéculation. On veut être un investisseur de valeur. C'est pour ça que je vous ai dit au début qu'on évalue la valeur intrinsèque et on l'achète en dessous de la valeur intrinsèque. Comme ça, on sait qu'on peut éventuellement, avec le temps, remonter vers le vrai prix et le vendre à profit. Et ensuite, on fait une analyse pour voir le futur de la compagnie et espérer qu'en plus de ça, il peut continuer à monter en valeur. Mais on a cet espoir qu'il continue à monter en valeur de façon spéculative alors qu'on a acheté l'actif en dessous de sa valeur intrinsèque. Pas juste « je spécule et j'ai de l'espoir ». OK? Moi, j'ai quitté mon emploi depuis 2018 là. Ça fait depuis 2018 que je fais ça à temps plein. C'est pas grâce à l'espoir, guys. Il faut aller faire ses recherches et mettre ses bons plans et stratégies et connaissances en place. Donc ici, Monsieur Money Machine, il fait quoi? Monsieur Money Machine, il te dit, hey, lorsque tu achètes des actions de compagnie ou des cryptos, fais-toi payer comme si c'était ta business parce que c'est ça que c'est. Tu achètes des actions de compagnie, tu es actionnaire. Tu veux te faire payer. Et donc, on va en parler maintenant. Voici tes sources de revenus. Peut-être tu en as une, peut-être tu en as deux, peut-être tu en as plusieurs. Ça peut être travail, peu importe. De ces sources de revenus, tu vas créer un budget. Bien sûr, de ce budget, tu vas avoir des choses à payer et il y a un pourcentage que tu vas allouer à ce qu'on appelle la masse critique, comme tu vois en bas. Attention, vous allez me dire peut-être, mais Sam, moi, je n'ai pas vraiment d'argent à investir, c'est déjà serré. Il y a une phrase que j'ai adorée, que j'ai entendue d'un gros investisseur qui était
un des mentors de mon mentor. Parce que moi, de mes mentors, c'est un investisseur français qui a un fonds privé qui vaut plus de 3 milliards d'euros. Et un de ses mentors, qui vaut encore plus, avait dit quelque chose que j'adore. Si les taxes augmentent demain matin, donc je sais pas, par exemple, ici au Canada, les taxes c'est 15%. Et tout demain matin, les taxes ils augmentent à 25%. Donc ils augmentent de 10%. Si les taxes dans ton pays augmentent de 10%, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas arrêter d'acheter de la nourriture pour ta famille? Tu vas arrêter de mettre de l'essence? Tu vas arrêter de vivre? Non. Tu vas trouver une façon de payer ce 10% parce que tu n'as pas le choix. Eh bien, donne-toi pas le choix de trouver de l'argent pour le mettre de côté et bâtir ta masse critique. Qu'est-ce que tu fais? Tu viens ici, tu bâtis ta masse critique, tu gardes l'argent, tu la mets de côté. Attention, je vais vous expliquer quelque chose. Plus loin, on va voir quelque chose qui s'appelle le DZA, Dollar Zone Average. Pas DCA. DCA, ça, vous l'avez sûrement entendu déjà parler. Vous l'avez déjà entendu, DCA, Dollar Cost Average. C'est pas ça, c'est DZA. L'argent, tu vas la mettre de côté dans un compte prêt pour investir. Tu ne vas pas l'investir n'importe quand. Parce que sinon, tu n'es pas en train d'acheter au meilleur prix. On a dit la première gestion du risque, c'est le prix auquel j'achète quelque chose. Donc, je bâtis cette grosse masse critique d'argent qui est prêt à être investi à certains moments que je vais expliquer plus loin. Ensuite, cet argent-là, je le mets dans un portfolio diversifié. Pourquoi diversifié? Parce que, comme je vous ai expliqué, on va bâtir notre portfolio comme une maison et on va vouloir être dans différents secteurs non corrélés. Ça, c'est une autre chose. Fausse diversification. Les gens disent, oui, Sam, moi, je suis diversifié, je suis dans 20 projets différents. Les 20 projets différents, peut-être qu'ils n'ont rien à voir. Il y en a un, c'est une compagnie de transport et l'autre, c'est une usine à plastique. Mais les deux, une de leurs plus grosses dépenses, c'est quoi? Le coût du pétrole. Alors, quand le coût du pétrole augmente, les deux, leurs plus grosses dépenses augmentent et potentiellement leurs revenus à court terme et donc la valeur de leurs actions aussi. Oh là là, ça c'est pas trop diversifié parce que oui, c'est deux business, deux compagnies qui n'ont rien à voir, mais ils ont des facteurs communs qui les affectent et donc ça les rend corrélés. Donc tu veux un portfolio diversifié comme j'ai expliqué avec bâtir votre portfolio comme une maison, mais qui est diversifié et avec certains actifs corrélés, oui, mais surtout aussi certains actifs et secteurs non corrélés. Et là, je vais avoir cette diversification-là. D'accord? Ensuite, je vais chercher trois choses. Stabilité, croissance, revenu. Stabilité, croissance, revenu. C'est plutôt simple. La stabilité, je vais l'avoir en faisant mon portfolio diversifié, comme je viens de vous expliquer, avec comment bâtir son portfolio comme une maison, avec des actifs non corrélés. La croissance, comment je vais l'avoir? Eh bien, c'est simple, en achetant en dessous de la valeur intrinsèque en premier. Et ensuite, il y a le côté spéculatif. Mais ça, c'est de l'espoir. Donc, la première chose pour croître, c'est de l'acheter en dessous de son prix. Et la troisième chose, on veut avoir du revenu. Par exemple, sur des actions de compagnie, on va avoir ce qu'on appelle des dividendes qui sont payés à tous les trimestres. D'habitude, des fois annuellement, mais les compagnies américaines, les dividendes américains, habituellement, c'est tous les trimestres. Tous les 3 mois, je vais me faire payer un revenu. Je vais me faire verser un salaire, des dividendes, des gains que la compagnie a générés. Par exemple, Warren Buffett, toutes les années, tous les trimestres, il fait plus d'argent. Des sommes colossales d'argent avec les dividendes qui se fait verser de Coca-Cola que le salaire du CEO de Coca-Cola. Vous voyez, donc je vais me faire payer mes revenus pour avoir cette compagnie ou ce projet crypto. Compagnie, c'est des dividendes. Projet crypto, il y a plusieurs sources, mais une des principales, c'est le stacking. Pourquoi? Parce que c'est une blockchain. Et dans une blockchain, je vais le dire vite là, vous ferez vos recherches, il y a ce qu'on appelle des nœuds de validation. Et pour avoir ces validateurs, on doit les payer avec les frais. Quand vous envoyez des cryptos et tout, il y a des frais. Et ces frais-là, ça crée aussi ce qu'on appelle le stacking. Et on peut avoir ces frais-là qui sont reversés. Ça sera pour une autre histoire. On en parle dans l'académie aussi. Donc, je peux me faire payer avec du stacking. Je peux me faire payer avec des dividendes. Ce qui est important, c'est quoi? Je peux me faire payer des revenus. Donc, dividendes, stacking. Je me fais payer.
Maintenant, je veux aller chercher des dividendes ou du stacking qui va me donner 5 à 10% annuel en moyenne. En tous les projets. Peut-être il y en a un qui me donne 2, peut-être un qui me donne 12%, mais je vais chercher 5 à 10%. 10% c'est très bien. 5% c'est bien et assez simple à obtenir. Mais on va aller sur quelque chose d'assez bien qui est un 10% annuel. Qu'est-ce qui se passe si j'ai 10% annuel? Eh bien, je me pose la question, combien d'argent j'ai besoin maintenant? Imagine que tu te dis, moi là Sam, j'aimerais juste faire un 1000$ de plus. J'aimerais juste faire un 1000$ de plus annuellement. 1000$. Guys, j'ai dit 1000$ annuellement, excusez-moi. 1000$ par mois. Parce que par mois, c'est mieux. Hein? Je vais juste faire un 1000$ de plus par mois. Un 1000$ de plus comme ça qui va s'en aller dans mes sources de revenus que je vais pouvoir utiliser pour payer des choses ou pour réinvestir. Combien j'ai besoin pour avoir 1000$ par mois à 10% annuel? On l'a ici. 120 000$, guys. 120 000. 120 000. C'est vraiment pas difficile de bâtir un portfolio de 120 000$. Les gens sous-estiment... Non, excusez-moi, je reprends. Les gens surestiment tellement ce qu'ils peuvent faire en 1 ou 2 ans. Mais sous-estiment tellement ce qu'ils sont capables de faire en 5 à 10 ans. Pensez à moyen long terme, guys. Sans bâtir un portfolio de 120 000$ avec votre masse critique, c'est rien en quelques années. Mais maintenant, 120 000$ bien placé, 1000$ par mois. Wow! Même si vous allez à 5% annuel, 500$ par mois avec un portfolio de 120 000$. Et vous savez ce qui est magnifique de ce portfolio, c'est que s'il est bien bâti, stabilité, croissance, il va monter en valeur et donc vous allez faire de plus en plus d'argent. Et pendant ce temps-là, vous continuez à mettre de l'argent de côté pour aller dans votre masse critique, pour alimenter votre portfolio et pouvoir acheter encore plus. Et donc, il monte encore plus vite. Et qu'est-ce que ça donne dans 5, 8, 10 ans? Même des fois plus vite, dépendant quand est-ce que vous avez pris action. J'appelle ça le Infinite Money Machine parce qu'on se fait payer encore et encore et encore. Et ça, c'est magnifique. Maintenant, je vais parler d'un truc vraiment rapide. Je vous ai parlé de fausse diversification. Je veux que vous regardiez la colonne à gauche ici. Les gens, il y a quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Et c'est pour ça que je vous dis stabilité et gestion de risque. Si tu perds 5%, le gain nécessaire pour retourner en break-even, en perte à égal, donc si j'ai mis 100$, je perds 5%, je suis à 95, je dois monter à 100, ça me prend un autre 5$. Si tu perds 5%, ça prend 5% pour remonter au même niveau. Tu perds 10, ça prend 11. Tu perds 15, ça prend 18%. Si tu perds 20%, ça prend 25% pour remonter. Et ça, c'est des chiffres que les gens ne réalisent pas. Souvent, on se dit, 10%, j'ai besoin de 10% pour remonter. Non. C'est pour ça qu'il faut être bien diversifié, être entouré des bonnes personnes, avoir une bonne gestion de risque. Parce que si tu perds 25, c'est 33%. Mais allons ici, 40, 67%. Tu prends moins 35%, moins 40%, et c'est arrivé même dans les stocks et dans des indices. Moins 35%, ça te prend plus 54% remonter. Et après, j'arrête là parce que 50%, 100%, 75%, 300%, 90%, 900%, vous êtes capable de lire de toute façon. Guys, la réalité, c'est qu'on est aussi dans un monde où on a de plus en plus de volatilité. L'inflation est de plus en plus haute. Les prix sont de plus en plus hauts. Eh bien, vous savez quoi? Dans un monde où tout est de plus en plus cher, on a besoin de quoi? On a besoin des actifs qui peuvent contrer ça et nous amener plus d'argent aussi. Souvent, les gens disent « Ah, la crypto, c'est tellement volatile. » Oh, il y a des compagnies qui ont fait 1000% là. Allez voir Apple dans les 10 dernières années, ils ont fait plus de 1000%. L'or a fait des années à 200-300%. Pourquoi? Parce qu'il y avait moins de capital dedans. C'est pas la première fois de l'histoire qu'on a des actifs plus volatiles parce qu'on a un monde qui est de plus en plus volatile dans ses prix. Ça a toujours été là, on l'a juste pas nécessairement vécu. Malgré que des actions comme Apple et tout, on le vit là, vous pouvez aller voir le graphique.
Et c'est extrêmement, extrêmement important de voir avec qui vous faites affaire et de vraiment apprendre les bonnes choses, même pour vous. Ici, il y a un exemple que j'adore. Edmund Hillary, 1952 vs George Mallory, 1924. Ceux qui ne savent pas, Edmund Hillary, c'est la première personne qui a atteint l'Everest. Dans les livres d'histoire. Mais c'est faux. La première personne qui a atteint l'Everest, c'est George Mallory en 1924, presque 30 ans plus tôt. Et est-ce que vous savez pourquoi est-ce que vous en avez jamais entendu parler? La raison pourquoi vous en avez jamais entendu parler, c'est parce que George Mallory en 1924 avec son équipe, il est monté en haut de l'Everest, mais il n'est jamais redescendu. Guys, quand le marché monte, quand on est en bull run, quand tout le monde s'excite, c'est pas difficile de faire de l'argent. Ça monte. Les vrais professionnels, les vrais investisseurs sophistiqués, c'est ceux qui sont capables de résister et de faire les bonnes choses quand ça descend. Warren Buffett, il dit une phrase que j'adore. Quand la marée est haute, tout le monde est content, tout le monde se baigne. Mais c'est quand la marée se retire que tu vois qui nageait tout nu. C'est lui qui le dit. Et c'est vrai. Beaucoup nagent tout nus. C'est pas difficile. Quand la marée est haute, elle est haute pour tout le monde. Les vrais pros, c'est pas qu'ils sont capables de faire de l'argent. C'est qu'ils sont capables de gérer un risque qui est abstrait et qui n'est pas encore arrivé. Ça, c'est un autre niveau. So, vu qu'il est impossible de timer le marché, hein, les gens qui essayent de timer le marché, là, regardez leur montre, leur ci, leur ça pour comprendre. À 18h24 le 26 juin 2048, il va y avoir telle chose. C'est impossible de timer le marché. C'est pour ça que moi, j'ai développé une stratégie qu'on appelle le DZA. Dollar Zone Average. C'est quoi le DZA? Le DZA, c'est du DCA sur stéroïdes. En gros, on va identifier des zones de prix grâce au price action que vous avez vu dans la section ou que vous allez voir dans la section trading, justement le masterclass trading avec Gori. On va être capable d'identifier des zones clés où ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu de mettre de l'argent quand le marché monte et quand il descend, et toutes les semaines on met un peu d'argent à gauche, à droite, encore un peu d'argent, et 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 on devient émotionnel parce que des fois ça monte et des fois ça descend, et blablabla. Bla bla. Et finalement on achète trop cher ou pas assez cher, mais on achète partout sans rien comprendre. On va bâtir la masse critique comme je vous ai montré avant, et qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir investir cette masse critique à différents points clés. Ici, vous voyez par exemple ce qu'on va faire. On va dire on a 10 000 $. On va investir sur notre premier niveau ici, notre DZA 1, Dollar Zone Average 1, 40% de la somme, soit 4 000 $. Et on va venir investir sur le deuxième niveau qui nous intéresse, l'autre 60% de la somme, 6 000 $ exemple. Notre moyenne d'achat maintenant, elle est où? Elle est ici. On a un petit peu de perte impermanente, ensuite le marché remonte. Ça, c'est un exemple qui est concret qu'on a eu avec les étudiants. La plupart des gens, ils vont mettre 100% de l'argent ici ou un petit peu partout. Qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'ils remontent et qu'ils remontent et qu'ils remontent pour faire de l'argent. Ici, parce que tu as pris ton capital, ta masse critique et tu l'as mis à 2-3 endroits clés, ta moyenne d'achat, comme vous voyez la ligne verte, est beaucoup plus basse. Et donc, dès que tu remontes à ta ligne verte, tu es déjà en break-even. Tu es à zéro. Et dès que tu la dépasses, tu es en profit. Et ça vient limiter le tableau que je vous ai montré avant. Où tu es à moins 35% et ça prend plus 56% pour remonter. Parce que tu as une stratégie avec une compréhension du graphique et du marché pour venir optimiser tout ça. Et c'est ce que j'appelle justement le Dollar Zone Average. Et ensuite, on va pouvoir faire des prises de profit à certains niveaux avec la stratégie 70-30 pour pouvoir maximiser les gains, éliminer le risque rendu à ce niveau-là et quand même avoir de l'argent qui continue à rouler si le marché continue à monter. Ça, c'est ce que j'appelle la technique 70-30 qui se combine avec le DZA qu'on regarde avec les étudiants justement tout le temps.
C'est ça l'objectif ici de bâtir une masse critique, c'est de le séparer entre ces deux zones-là. Là, vous allez dire, mais Sam, qu'est-ce qui se passe si je mets 4000 dollars ici et le marché il monte directement? Eh bien, je t'invite à te rappeler de ce que je t'ai dit juste avant. Le plus grand risque, c'est de perdre. Le seul risque, c'est de perdre. Quand tout monte, la montée prend soin d'elle-même. C'est la descente qu'on doit faire attention. C'est ça le vrai risque. Alors, si tu as mis 40 ou 50% et ça monte, tu es content, tu es en profit. Et le reste de l'argent, tu vas toujours pouvoir le mettre dans un autre actif qui est potentiellement à un bon prix et venir capitaliser dessus. Mais si jamais ça descend, au moins tu es prêt à améliorer ta moyenne d'achat. Et là, je pourrais partir sur le DZA pendant des heures. Donc, une technique que moi j'utilise depuis des années, que j'ai optimisée avec le temps, que je trouve vraiment forte. Le Dollar Zone Average mélangé avec la prise de profit 70-30. Qu'est-ce qu'il faut toujours se souvenir? C'est que le marché est censé être à sa valeur juste et pure. Hein, c'est ce que les gens disent toujours. Sam, le marché il est à sa valeur juste et pure. C'est faux. Comme je vous ai expliqué au début, le marché n'est pas à sa valeur juste et pure parce que les êtres humains sont émotionnels et la plus grande chose que vous devez faire en tant qu'investisseur et trader, avant même de passer du temps sur le graphique, c'est passer du temps à vous regarder dans le miroir. Parce que vous êtes la plus grande cause de tout ça. Le marché, c'est psychologique et c'est émotionnel. Et c'est des cycles qui viennent affecter tout ça et qu'il faut comprendre en profondeur. D'ailleurs, si vous n'avez pas écouté le masterclass avec Roman sur le mindset, je vous invite fortement à l'écouter parce qu'il en parle pendant, je pense, 35 minutes. J'espère que vous avez apprécié ce masterclass, guys. On aurait pu continuer encore et encore. Écoutez, on a plein d'étudiants qui sont passés à travers nous. Vous pouvez aller trouver toutes sortes d'informations. Vous pouvez vous poser des questions maintenant. Mais Sam, est-ce que je suis vraiment capable de le faire? 100% que tu es vraiment capable. Est-ce que j'ai besoin d'être bon en maths? Guys, je dormais dans mes cours de maths. Ce n'est pas des maths, c'est de la logique. C'est une lecture, c'est un art le trading et l'investissement. C'est pas une science. Je sais que peut-être là vous dites « Sam, je suis pas sûr de comprendre. » Puis là, je ne veux pas prendre le temps de partir là-dessus parce que cette masterclass va durer 2 heures. Mais c'est un art, c'est une lecture. Tu n'as pas besoin d'être bon en maths ou en sciences. C'est faux. Tu peux le faire. On a des gens de 70 ans qui l'ont fait, on a des gens de 20 ans qui l'ont fait. Moi, j'ai commencé à 20 ans et j'avais aucun background là-dedans. J'avais aucun passé là-dedans. J'ai étudié en gestion d'entreprise, rien à voir avec les finances, l'investissement et le trading. Peut-être tu te demandes, est-ce que j'ai le temps pour le faire? Crée le temps parce que tu dois prendre, comme j'ai dit au début, contrôle sur ton argent et comprendre ton argent. Tu n'as pas le choix, tu dois le faire. Prends 30 minutes, 1 heure par jour, c'est tellement fort. Regardez, guys, je parlais avec quelqu'un récemment, il m'a dit « Sam, comment tu fais pour lire un livre par mois? » J'ai dit « Je lis 10 pages par jour, c'est tout. » C'est des petites actions répétées. Comment tu fais pour lire environ un livre par 2 semaines? 10 pages le matin, 10 pages le soir. 20 pages par jour, tu fais environ un livre par 2 semaines. Des petites actions concrètes tous les jours. Des petites actions concrètes tous les jours. Tu peux le faire. Tu dois le faire. Prendre ces petites actions concrètes tous les jours pour reprendre le contrôle de tes finances, comprendre l'argent pour toi, pour les gens que tu aimes, pour tes enfants, pour les générations à venir et pour le repartager éventuellement. Parce que dans cette vie, tu es né avec rien, tu apprends, tu partages et tu meurs avec rien sauf ce que tu as partagé aux autres. Si tu manques une de ces étapes-là, à quoi ça a servi tout ça? Alors viens avec nous, prends action. J'ai très hâte de te voir dans l'académie, dans les lives. N'hésite pas à poser tes questions. Parce que comme j'ai dit, si tu ne le fais pas pour toi maintenant, personne ne le fera pour toi. Alors on se voit très bientôt. J'espère que tu as apprécié ce masterclass sur les finances, l'investissement, la crypto, où on a parlé de diversification de risques, de bâtir son portfolio comme une maison, de technologie, de blockchain, de money machine avec notre petit robot, de stratégie, de DZA pour optimiser les achats parce que
la première gestion du risque, c'est le prix auquel tu achètes un actif. J'espère que tu as apprécié. On se voit très bientôt, comme j'ai dit, dans l'académie, dans les lives. N'hésite pas si tu as des questions. Mon nom était Samuel Lévesque. Et si tu n'as pas vu les autres masterclass de mes collègues, va les voir tout de suite. À bientôt.